Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Choseville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info, émission qui aujourd'hui a débuté avec l'hymne national ougandais interprété par le chœur de mon ancienne paroisse Notre-Dame d'Afrique de Mbuya à Kampala, que je salue au passage s'ils m'entendent ou s'ils me voient. Le 9 octobre dernier, l'Ouganda a célébré le 60e anniversaire de son indépendance, obtenue du Royaume-Uni en 1962. Je pense souvent à ce pays que le jeune lieutenant Winston Churchill, à la fin du 19e siècle, avait qualifié de « Pearl of Africa », la perle de l'Afrique. En effet, j'ai vécu et travaillé de nombreuses années dans ce pays, à partir de 1995, et il m'arrive d'y retourner encore pour des séjours plus courts. Je pense en connaître chaque district, chaque coin, même les moins connus des visiteurs étrangers. J'ai vu l'Ouganda changer, évoluer et connaître un certain développement. Lorsque je suis arrivé en juin 1995, les traces des guerres que le pays avait connues étaient encore bien visibles. Blindés rouillés, abandonnés au bord des routes, édifices encore criblés d'impacts de balles, les villes donnaient une impression d'abandon avec leurs bâtiments décrépits, en particulier ceux ayant appartenu aux commerçants d'origine indienne que le dictateur Idi Amin Dada avait massivement expulsés en 1972 afin de s'approprier leurs biens. Les routes goudronnées étaient parsemées de nids de poules, y compris les rues des villes, et surtout la saleté était omniprésente, surtout à Kampala, la capitale, avec ses énormes tas d'ordures au coin des rues qu'aucun service municipal jamais ne venait collecter, préférant sans doute laisser cette tâche aux grands marabouts, ces énormes volatiles qui y trouvaient leur principale source de nourriture. Peu d'édifices nouveaux avaient été construits durant les 30 premières années de l'indépendance. L'instabilité politique et les guerres ne l'avaient sans doute pas permis. Aujourd'hui, l'horizon de Kampala est hérissé de buildings modernes à l'architecture futuriste. Pour atteindre l'aéroport d'Entebbe, à une quarantaine de kilomètres de la capitale, une autoroute a remplacé l'étroite route goudronnée que j'avais connue. Au nord de Jinja, la seconde ville du pays, les rapides du Nil, à Bujagali, que j'aimais tant, ont été recouverts par un énorme barrage hydroélectrique. Déjà un peu plus en amont, un autre énorme barrage avait fait disparaître dans les années 50 les Owen Falls, les chutes d'Owen, à l'endroit où l'immense lac Victoria, le plus vaste lac d'Afrique, s'écoule pour former le plus long fleuve du monde, le Nil, qui entreprend là le long périple qui l'amène jusqu'à la mer Méditerranée, juste après avoir formé un grand delta. De nombreuses forêts primaires ont aussi disparu, laissant la place à des parcs industriels ou à de grandes exploitations agricoles. Et depuis mon départ d'Ouganda, du pétrole a été découvert sous le lac Albert, l'un des grands lacs de la vallée du Grand Rift, qui forme une frontière naturelle avec la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Total, la compagnie Total, s'est associée à une société chinoise pour l'exploiter, ce pétrole, et le transporter jusqu'à Tanga, un port de l'océan Indien en Tanzanie. Ce projet, connu sous le sigle DEACOP, va d'ailleurs être examiné ce mercredi 12 octobre au tribunal judiciaire de Paris. Deux ONG internationales ont en effet attaqué ce projet du fait de son impact sur l'environnement, tant sur les bords du lac Albert, où une raffinerie et un aéroport international doivent être construits, que tout au long du trajet des 1443 km qui séparent cet endroit du port tanzanien et où le plus long oléoduc chauffé au monde devrait passer pour acheminer à plus de 50 degrés le brut ougandais qui a pour nature d'être très visqueux. À la tête d'EACOP, on trouve donc Total Energies,
qui contrôle 62% du consortium qui porte le projet. S'ajoute la CNOOC, compagnie pétrolière chinoise, et les compagnies nationales ougandaises et tanzaniennes. La mise en service de l'oléoduc, dont la construction n'a pas encore commencé, est prévue pour 2025. Mais EACOP suscite une opposition croissante de la société civile qui épingle ses impacts environnementaux et sociétaux. En 2019, les Amis de la Terre, Survie et 4 associations ougandaises ont attaqué Total Energies devant la justice française sur le fondement du devoir de vigilance. Une première en France. En Ouganda, des activistes de l'environnement ont été arrêtés pour s'être opposés à ce gigantesque projet. L'Ouganda a une particularité, celui d'être dirigé par le même président autocrate depuis janvier 1986, il y a donc plus de 36 années. L'Ouganda a connu un seul chef d'État pendant plus de la moitié de ses 60 années d'indépendance qui ont été célébrées le 9 octobre. Yoweri Kaguta Museveni est en effet arrivé au pouvoir en s'emparant de Kampala par les armes après une sanglante guerre de guérilla menée à partir de 1981 pour renverser le président Milton Obote, le père de l'indépendance, puis la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 1985. Tant Obote que les militaires qui lui avaient succédé étaient des nordistes. Ils appartenaient donc à des ethnies nilotiques. Museveni et les hommes qui entrèrent à Kampala en janvier 1986 étaient pour la plupart originaires du sud-ouest du pays et même du Rwanda. Ce sont d'ailleurs les éléments d'origine tutsi rwandaise de cette rébellion qui allait se lancer à la conquête du Rwanda à partir de 1990, provoquant le drame que l'on sait. L'homme fort du Rwanda, Paul Kagame, est lui-même issu de cette rébellion ougandaise et il a dirigé les services secrets de l'armée ougandaise après l'établissement du régime Museveni. Il est donc possible d'affirmer, comme je le fais, que la victoire de Museveni en 1986 fut l'élément déclencheur de toutes les tragédies qui ensanglantèrent la région des Grands Lacs africains depuis. Génocide rwandais, instabilité et guerre civile burundaise, invasion, occupation et pillage du Zaïre redevenu Congo à partir de 1996, sans oublier la guerre du Soudan du Sud où l'Ouganda de Museveni a joué un rôle majeur en apportant son soutien à la SPLA de John Garang dans sa lutte contre le pouvoir militaro-islamiste de Khartoum. Le développement connu par l'Ouganda et que je viens de décrire est d'ailleurs dû dans une large mesure au pillage des ressources naturelles du voisin congolais, même le pétrole du lac Albert, car ce lac appartenant aux deux pays, ce pétrole aurait dû être exploité conjointement. Le clivage nord-sud de l'Ouganda est caractérisé par une opposition entre les ethnies nilotiques et les ethnies bantoues. En fait, n'eût été le rôle joué par le colonisateur britannique, l'Ouganda tel que nous le connaissons aujourd'hui n'aurait jamais dû exister. Il s'agit en effet d'un assemblage d'anciens royaumes bantous précoloniaux et de tribus nilotiques qui n'avaient rien en commun, tant du point de vue culturel que linguistique, et qui furent intégrés de manière arbitraire par les Britanniques dans leur protectorat d'Ouganda. L'Ouganda compte d'ailleurs plus d'une quarantaine de langues différentes. Cet étrange assemblage territorial fut formé en 1894. Il regroupait 5 royaumes et d'autres tribus bantoues, ainsi que des groupes ethniques nilotiques vivant au nord et à l'est du protectorat. Ces dernières n'avaient aucune similitude avec les groupes bantous du centre et du sud. Les langues nilotiques sont totalement différentes des langues d'origine bantoue. C'est un peu comme si on mettait des Norvégiens et des Portugais ensemble. Et les modes de vie des Acholi, Langui, Tesso et autres Karimojong, tribus nilotiques, sont profondément différents de ceux des Banyankole, Baganda, Banyoro, Batoro et Basoga du centre et du sud du pays. C'est pourtant ainsi que les frontières coloniales furent tracées à la fin du XIXe siècle.
Ceux qui en décidèrent prenaient rarement en compte les réalités humaines du terrain. Au centre de l'Ouganda se trouve un vaste lac marécageux formé par le Nil qui, après sa sortie du lac Victoria, coule vers le lac Albert. Ce lac marécageux du centre du pays s'appelle le lac Kyoga et c'est lui qui forme une sorte de frontière naturelle entre les Bantous au sud et les Nilotiques au nord. Dans les années 1860, les explorateurs britanniques tels que John Hanning Speke, James Augustus Grant ou Samuel Baker visitèrent les contrées qui constituent aujourd'hui l'Ouganda. C'est d'ailleurs Speke qui, en hommage à sa souveraine, donna le nom de Victoria à l'immense lac dont il découvrit, entre guillemets, les rivages méridionaux dès 1858. En 1875, Henry Morton Stanley visita à son tour le Bouganda. Il fut impressionné par l'organisation du royaume. Morton se rendit à la cour du Kabaka, c'est-à-dire le roi, et il fut frappé de la découvrir au milieu d'une véritable capitale bien agencée de 40 000 habitants. Le palais royal était en fait une immense hutte au toit de chaume, entourée par une multitude d'autres huttes, où vivaient les épouses du Kabaka, les serviteurs, les gardes royaux, ainsi que les nobles chargés de fonctions officielles. En 1877 arrivèrent les premiers missionnaires protestants britanniques. 2 religieux français, le père Siméon Lourdel et le frère Amance, débarquèrent, eux, au Bouganda en 1879, après avoir traversé le lac Victoria en canot. Tous 2 appartenaient aux missionnaires d'Afrique, communément appelés Pères Blancs. Tant les missionnaires protestants que les catholiques furent reçus à la cour. Le Kabaka se plaisait à organiser des débats religieux en leur présence. L'Écossais Mackay et le Français Lourdel pensaient parvenir à convertir le Kabaka, espérant ainsi amener la conversion massive de ses sujets. Selon la célèbre maxime latine, Cujus regio, ejus religio. Mais Mutasa Ier semblait s'amuser de cette rivalité entre Blancs, d'autant qu'il fréquentait également les commerçants arabes et swahili arrivés dans le royaume une vingtaine d'années plus tôt en provenance de Zanzibar. Eux aussi tentaient de rallier le roi à leur foi, l'islam. Mutesa Ier, en souverain habile, jouait de la rivalité entre les missionnaires protestants et catholiques et commerçants musulmans. De chaque groupe, il essayait d'obtenir des avantages, en particulier des armes, laissant croire à chacun que la foi qu'il prêchait était celle qui avait sa préférence. Sans doute cherchait-il également à préserver l'indépendance de son pays face aux étrangers qui pénétraient en Afrique orientale. À la mort de Mutesa Ier en 1884, c'est son fils aîné, Mwanga, qui lui succéda. Ce jeune homme de 16 ans, fumeur de chanvre, était loin d'avoir l'intelligence et l'habileté de son défunt père. Depuis leur arrivée dans le royaume, les missionnaires chrétiens avaient recruté de nombreux catéchumènes dans l'entourage du Kabaka, en particulier parmi ses pages. Mwanga II en prit rapidement ombrage. 1 an après son accession au trône, commencèrent les grandes persécutions antichrétiennes, qui culminèrent en 1886, lorsque 22 jeunes hommes, dont de nombreux pages, furent brûlés vifs à Namugongo, un endroit que je connais bien et que j'aime beaucoup. Le plus jeune de ces martyrs, Kizito, n'avait que 14 ans. Sans doute sous l'influence des sorciers et des partisans de la religion traditionnelle, le Kabaka semblait pris d'une véritable rage antichrétienne. Il n'hésita pas à faire exécuter certains de ses proches conseillers devenus chrétiens. Cette grande persécution dura jusqu'au début de 1887. Et ces martyrs sont célébrés par l'Église catholique le 3 juin de chaque année. Le pauvre Siméon Lourdel vécut ces événements avec horreur. Il regrettait aussi d'avoir fait courir de tels risques aux convertis Baganda, tout en leur vouant une grande admiration pour le courage dont ils avaient fait preuve en refusant d'abjurer. C'est en vain qu'il supplia à de nombreuses reprises le Kabaka de les épargner. En septembre 1888, Mwanga II fut renversé par les musulmans qui mirent sur le trône successivement 2 de ses frères. Le Kabaka déchu parvint à s'enfuir. Il se réfugia aux îles Cécé
un archipel du lac Victoria, que je connais bien également. Les missionnaires catholiques et anglicans furent jetés à bord d'un canot avec un groupe d'orphelins Baganda devenus chrétiens et expulsés du royaume. Après une errance ponctuée de souffrances sur le lac Victoria, ils parvinrent à atteindre la rive sud du lac. Au Bouganda, les catholiques étaient en première ligne dans la lutte contre la domination musulmane, en particulier à l'ouest du pays. Fin 1888, à la mission où ils étaient réfugiés, au sud du lac Victoria, Lourdel et ses compagnons d'infortune eurent la surprise de recevoir la visite de Mwanga, le Kabaka fugitif. Il venait demander pardon, mais aussi et surtout solliciter l'aide et le soutien des missionnaires pour récupérer son trône. Quel terrible dilemme pour Siméon Lourdel. Comment accepter de soutenir ce Dioclétien africain, grand persécuteur et bourreau de ses bien-aimés catéchumènes et baptisés? D'un autre côté, ne valait-il pas mieux aider Mwanga à reprendre le pouvoir afin de ramener le calme et la stabilité dans le pays et de pouvoir y retourner? Lourdel avait à cœur de retrouver ses chers convertis Baganda qui avaient certainement grand besoin de la présence missionnaire. Tant les missionnaires anglicans que les catholiques apportèrent alors leur aide à Mwanga II, qui parvint à retrouver son trône en octobre 1889, après avoir défait l'usurpateur Kilema et ses alliés musulmans. Une fois le pouvoir du Kabaka rétabli, les courtisans anglicans et catholiques rivalisèrent pour obtenir les honneurs et occuper les fonctions importantes. Durant la même période, deux grandes puissances européennes étaient engagées dans une frénétique lutte d'influence en Afrique orientale. Les Allemands pénétraient de plus en plus profondément dans ce qui allait devenir leur territoire du Tanganyika, situé entre l'océan Indien et les lacs Nyassa, Tanganyika et Victoria. De leur côté, les Britanniques consolidaient leur présence au Kenya. Les premiers s'approchaient donc du Bouganda par le sud, tandis que les seconds faisaient de même côté est. Des agents des deux puissances visitaient régulièrement la cour du Kabaka afin d'obtenir de ce dernier un traité qui permettrait d'évincer la puissance rivale. Mwanga n'avait pas oublié qu'il n'avait pas obtenu le soutien britannique escompté lors de sa reconquête du pouvoir. Il semblait donc pencher du côté allemand. Mais c'est finalement le Royaume-Uni qui eut gain de cause. En effet, le traité de Berlin, qui délimitait les zones d'influence des puissances coloniales en Afrique, avait inclus le Bouganda et les royaumes voisins dans celles des Britanniques. En 1894, le Kabaka dut se résoudre à signer un traité de protectorat avec la Grande-Bretagne. Le père Lourdel ne vécut pas assez longtemps pour assister au passage du Bouganda qu'il avait tant aimé sous la coupe britannique. Le 12 mai 1890, il succomba à une crise de paludisme alors qu'il avait entrepris la construction de la première cathédrale du pays sur la colline de Lubaga dans l'actuel Kampala. Il n'avait que 37 ans. Dès qu'il apprit la nouvelle, le Kabaka Mwanga vint se recueillir devant la dépouille du missionnaire. Siméon Lourdel, l'apôtre du Bouganda, avait quitté la France à l'âge de 21 ans et n'y était plus jamais retourné. Quant à l'Écossais Alexander Mackay, adversaire et rival de Lourdel, devenu son ami durant les épreuves de la persécution, il mourut quelques mois plus tôt, le 8 février 1890. On peut encore voir sa simple tombe dans le petit cimetière de la cathédrale anglicane Saint-Paul de Namilembe, la colline de Kampala qui fait face à celle de Lubaga. Mackay et Lourdel peuvent être légitimement considérés comme les pères fondateurs du christianisme en Ouganda. En 1897, Mwanga II déclencha une rébellion contre le pouvoir colonial. Les Britanniques le déposèrent et le remplacèrent par son fils, âgé d'1 an seulement. 2 ans plus tard, Mwanga fut définitivement défait et capturé avant d'être exilé aux Seychelles, où il mourut. Son descendant, Édouard Frédéric Mutesa II, devint roi à la mort de son père en 1939, alors qu'il était encore lycéen. À partir de 1953, le Kabaka se fit le porte-parole des aspirations profondes de son peuple, restaurer le Bouganda comme entité distincte et autonome, et donc se séparer du protectorat de l'Ouganda. Dans ce combat, il fut soutenu par le Lukiko, le parlement du Bouganda.
Il dut cependant faire face à un adversaire redoutable en la personne de Sir Andrew Cohen, le gouverneur britannique de l'Ouganda. Ce dernier avait des vues opposées à celles du Kabaka. Le gouvernement de Londres envisageait même d'intégrer l'Ouganda dans une vaste fédération de l'Afrique de l'Est qui aurait englobé l'Ouganda, le Kenya et ce qui allait devenir la Tanzanie. Ce projet était loin de séduire la majorité des Ougandais qui craignaient la perpétuation d'une domination européenne, les grands fermiers britanniques étant très nombreux au Kenya. Les Baganda y étaient encore davantage opposés, voyant dans ce projet de fédération la fin de leur royaume auquel ils étaient très attachés. La tension fut portée à son comble lorsque Cohen prit une décision lourde de conséquences, celle de déposer et d'exiler le Kabaka. Le sentiment national des Baganda en fut renforcé, ainsi que la popularité du roi, qu'ils appelaient affectueusement King Freddy. Ce dernier faisait figure de héros et de martyr. Face aux manifestations et à la mobilisation de ce peuple, qui constituait le principal groupe ethnique du protectorat, Sir Andrew Cohen dut céder au bout de 2 années. Le Kabaka rentra triomphalement dans son pays le 17 octobre 1955. Il négocia ensuite un accord avec Londres qui fit de lui le monarque constitutionnel du royaume du Bouganda. Ces concessions britanniques étaient cependant loin de régler l'avenir du protectorat. Le Kabaka était, nous l'avons vu, extrêmement populaire au sein de son peuple, les Baganda, mais il ne représentait rien du tout dans le reste de l'Ouganda. Or, dans ce pays comme ailleurs sur le continent africain, on assistait à la montée des nationalismes et des aspirations à l'indépendance. Comment concevoir l'indépendance de l'Ouganda avec en son centre un royaume fort et un monarque emblématique? Comment concilier le monarchisme des Baganda et la création d'une république qui engloberait quatre autres royaumes et des territoires dépourvus d'institutions monarchiques? Se dirigeait-on vers une partition du pays? Dans le reste de l'Ouganda, les aspirations à l'indépendance s'incarnaient dans un leader charismatique, Milton Apollo Obote, et dans le parti qu'il avait fondé, le Ugandan People's Congress, le Congrès des peuples ougandais. Un arrangement finit par être trouvé, au terme duquel le Bouganda aurait un statut de semi-autonomie. Obote devint Premier ministre fédéral de l'Ouganda, qui obtint son indépendance le 9 octobre 1962. Un accord fut aussi conclu entre l'UPC et le parti des monarchistes Baganda, le Kabaka Yeka, qui formèrent un gouvernement de coalition. Le roi devint alors président de la République d'Ouganda, une fonction essentiellement honorifique, mais qui était censée apaiser les Baganda. Il s'agit certainement de l'unique exemple dans l'histoire d'un souverain régnant occupant la fonction de président de la République. Un poste de vice-président fut également créé, qui fut attribué au roi du Busoga, le petit royaume situé à l'est du Bouganda. L'essentiel des pouvoirs était cependant concentré entre les mains du Premier ministre Milton Obote, lui-même issu de l'ethnie nilotique des Langi. Cependant, cet accord contre nature ne pouvait pas durer entre un Premier ministre tout-puissant à l'idéologie socialisante et aux pratiques de plus en plus dictatoriales et un président qui se considérait avant tout comme le roi du Bouganda et qui défendait l'autonomie de son royaume. La coalition entre les deux principaux partis prit fin en 1964 et le royaume fut dès lors dominé par l'UPC. Et le gouvernement, fut dès lors dominé par l'UPC. En 1966, le Parlement d'Ouganda, dominé par l'UPC, abrogea la constitution fédérale ainsi que les fonctions de président et de vice-président cérémonielles. Obote devint le président exécutif de la République d'Ouganda. En réaction, le Parlement du Bouganda vota une résolution constatant la fin de l'incorporation du Bouganda dans l'Ouganda, du fait de l'abrogation de la Constitution fédérale et demandant le départ immédiat du gouvernement ougandais de Kampala, ville se trouvant sur le territoire du royaume. Le président Obote envoya alors l'armée ougandaise à l'attaque du palais royal. L'homme qui dirigea cette violente attaque était le chef de l'armée, le colonel Idi Amin Dada. Le Kabaka parvint à s'enfuir et à gagner le Burundi dans des conditions rocambolesques. De là, il se rendit à Londres, où il mourut dans des circonstances étranges en 1969. En 1967, une nouvelle constitution fut élaborée. Elle abolissait
tous les royaumes d'Ouganda, y compris bien sûr le Bouganda. En janvier 71, le général Amin prit le pouvoir, profitant de la présence du président Obote à Singapour pour une conférence du Commonwealth. Les Baganda célébrèrent la nouvelle du coup d'État militaire en chantant et en dansant dans les rues de Kampala et des autres villes du Bouganda. Ils n'avaient jamais pardonné à Obote l'abolition de leur royaume et l'exil de leur cher King Freddy. La même année, afin de rallier davantage les Baganda à son nouveau pouvoir, Amin fit rapatrier le corps embaumé de Mutesa II et il organisa des funérailles nationales pour l'ancien souverain. Les Baganda semblaient avoir oublié que c'était ce même Amin qui avait conduit l'assaut du palais royal 5 ans plus tôt. Le réveil allait être brutal. Les Baganda, comme tous les autres citoyens ougandais, allaient rapidement découvrir la véritable nature du nouveau maître de l'Ouganda, qui allait entraîner le pays dans une spirale sanglante jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir par l'armée tanzanienne et l'opposition armée ougandaise en 1979. La fuite du président à vie, le maréchal Idi Amin Dada, ne mit malheureusement pas un terme aux souffrances des Ougandais. Un gouvernement de transition organisa des élections chaotiques en 1980 qui furent remportées par l'UPC de Milton Obote, rentré d'exil. Il put ainsi redevenir président de la République d'Ouganda. Le jeune leader de l'un des partis battus aux élections, qui n'avait pourtant obtenu qu'un score dérisoire, contesta le résultat et prit le maquis dès 1981. Ce fut le début d'une nouvelle guerre civile qui allait durer jusqu'en 1986. Ce leader d'obédience marxiste se nommait Yoweri Museveni. Il fonda dans la brousse un mouvement armé, le National Resistance Army, l'armée de résistance nationale. Durant les années suivantes, la guérilla gagna de plus en plus de terrain, surtout dans le sud-ouest du pays, région d'où Museveni était originaire, et dans le centre, c'est-à-dire au Bouganda, dont la majorité de la population continuait à détester Obote, l'homme qui avait osé abolir les royaumes. Cette guerre de guérilla, avec son cortège d'opérations de contre-guérilla et de répression brutale, fit davantage de victimes que le sanglant régime de l'ubuesque Amin Dada. Le président Obote était de plus en plus isolé et il sombrait dans l'alcoolisme. En juillet 1985, son armée le renversa pour la seconde fois. Un général Acholi illettré, Tito Okello, devint chef de l'État. Les Acholi sont la plus importante ethnie nilotique du nord de l'Ouganda. Le nouveau président entreprit de négocier avec la guérilla. En décembre, un accord de paix fut même signé à Nairobi entre le général Tito Okello et Yoweri Museveni. L'encre de cet accord avait à peine eu le temps de sécher que la NRA lançait une offensive générale qui lui permit de s'emparer de la capitale en janvier 1986. C'est ainsi que Yoweri Museveni devint président et qu'il l'est encore aujourd'hui. Sur le plan intérieur, le régime de Museveni a ramené la stabilité et le développement en Ouganda au prix de réélections toujours contestées tous les 5 ans et le harcèlement de l'opposition. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, un bref survol de l'histoire de ce pays que j'aime beaucoup malgré tout et où j'aime retourner de temps à autre, l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Je vous dis à la semaine prochaine.